Bonjour, je reprends Chine russe, saison 1, épisode 5, les explosions ou les mutations. Mutations en étant plutôt optimiste, explosion, voilà. Et épisode 5, je ne pensais pas aller aussi loin, et puis je pensais passer rapidement à une saison 2. Je vous rappelle que la saison 1, c'était l'épisode 1, pardon, c'était le 24 janvier, où on décrivait un petit peu ce qui est en train de se passer. Le 1er mars, j'avais vraiment décrit la situation qui est celle qui prévaut ce 4 juillet, puisque nous sommes aujourd'hui le 4 juillet 2022. Et l'épisode 3 du 21 mars, je voulais savoir si la Russie était gagnante ou perdante, et ma conclusion était qu'elle était en fait gagnante de ce qui était en train de se passer. D'ailleurs, ce qu'on entend aujourd'hui euh, fait penser qu'elle pourrait être perdante uniquement lorsqu'elle aura quitté les terres conquises, ce qui peut prendre des années, comme disent certains Ukrainiens. Et puis le 16 mai, quelle vision pour la Russie et la Chine. Et j'avais dit que le 4 pôles étaient en train d'émerger suite à ce conflit. Le monde occidental, la Russie slave réduit, la Chine et l'Inde. Donc aujourd'hui, on est au 4 juillet, c'est le 5e épisode. Et là, oui, le 5e épisode. Et là, on est dans quelque chose d'assez différent. D'abord, il y a, en termes de guerre, des véritables menaces d'élargissement du conflit. Avec la Biélorussie, puisque visiblement la Russie, base arrière, tire sur l'Ukraine, et l'Ukraine aurait répliqué en Biélorussie, avec le couloir de Kaliningrad. Vous connaissez l'histoire de cette ville, voilà, avec Taïwan, où les États-Unis ont clairement dit, fin mai, je crois, qu'ils ne toléreraient rien, mais les Chinois ont répondu que ce n'était pas le problème des Américains. Donc il y a une véritable menace de guerre qui inquiète aussi les pays voisins. Et puis avec Erdogan en mer Égée, qui a réclamé le 9 juin à la Grèce le désarmement de certaines îles grecques en mer Égée. Il ne faut pas prendre ça pour une plaisanterie. Erdogan se sent enfin, il est dans l'OTAN, il se sent entre les Russes et l'OTAN. Il joue un jeu d'équilibriste qui à un moment peut être dangereux. Et il invoque d'ailleurs des traités passés entre Ankara et Athènes, donc il fait la même chose que Poutine. Poutine qui reconstruit l'histoire de la Russie. La Russie soviétique a quasiment disparu de l'histoire de l'Empire russe tel qu'il est raconté par Poutine. Et c'est dans ce cadre-là de l'Empire russe que Poutine a conquis d'abord la Crimée, et puis ensuite il veut conquérir le reste de l'Ukraine, qui fait quand même, je crois, 650 000 km², alors que la France en fait 550 000. Le deuxième point, qui est une conséquence qu'il n'attendait pas du tout, c'est d'une part l'élargissement de l'OTAN qui est en route avec la Finlande et la Suède, et d'autre part l'ouverture vers l'Europe dont Poutine ne voulait surtout pas, et qui est en train de se faire avec l'Ukraine et d'autres pays, y compris d'ailleurs la Géorgie qui demande d'en faire partie, l'Ouzbékistan qui s'éloigne des anciennes républiques pro-soviétiques, etc. C'est-à-dire que autant Poutine est en train de gagner d'autorité sur une certaine partie du monde, autant sur une autre partie du monde, l'Occident, mais aussi certaines anciennes républiques soviétiques, Poutine perd de l'influence. Le troisième point qui est assez dramatique, c'est le risque de famine. Vous le connaissez. La Russie, c'est en gros 20% des exportations de céréales dans le monde, donc il y a blocus là-dessus. Et l'Ukraine, c'est 10%, et là, la Russie empêche l'Ukraine d'exporter ses céréales, dont on sait que des pays comme l'Égypte en ont grandement besoin, et plusieurs produits alimentaires, vous le savez tous, tournesol, huile de tournesol, etc., sont en manque dans le monde entier et provoquent des hausses de prix qui avaient déjà commencé en novembre-décembre 2021, et qui bien sûr ont accéléré
là, maintenant. Est-ce que ces hausses de prix vont continuer avec les nouvelles récoltes? La récolte de blé française de juin s'annonce à quelques pourcents près l'équivalent de celle moyenne des saisons précédentes. Bon, on n'est pas dans une période très facile, avec des risques climatiques qui sont très, très puissants. Quatrième point, ce sont bien sûr les tensions sur les énergies fossiles, gaz, pétrole, charbon. L'Europe veut remplir son gaz d'ici l'hiver, la France en est à 65%, elle n'importe pas beaucoup de gaz russe et c'est un véritable problème pour les pays d'Europe. Donc on remplace le gaz d'ailleurs par du charbon et on réouvre des centrales à charbon dans l'ensemble de l'Europe, ce qui est particulièrement mauvais pour la transition climatique dont on entend chaque jour le danger et dont on voit régulièrement, comme on vient de le voir ces derniers jours en France, des orages énormes de grêle qui s'abattent comme on n'en a jamais vu au mois de juin. Le glacier des Dolomites, enfin une partie du glacier qui s'effondre parce qu'il y fait plus 10 degrés et que l'eau s'infiltre et sape la base, ce qui fait que des masses énormes de glace et de terre sont tombées, c'est tout simplement le réchauffement climatique, le glacier de Tignes qui est fermé un mois plus tôt, etc. Donc, des tensions sur les énergies fossiles. Et puis, d'autres choses qui sont en train d'arriver, qui ne sont pas liées à ce problème Chine-Russe, mais qui vont l'accélérer. Les bulles de crypto-monnaies, on le voit bien, les crypto-monnaies explosent, elles ont largement chuté, mais si on regarde sur une longue durée de 5 ans, ce n'est pas une véritable chute, on passe de 60 000 à 40 000, je crois, pour le Bitcoin en valeur, mais 40 000 c'est déjà beaucoup par rapport à un niveau qui était nettement plus bas. Néanmoins, ce sont des milliards qui disparaissent. Alors, il n'y a pas de manifestation de la part de gens qui disent « rendez-moi mes milliards de crypto-monnaies ». On n'en entend pas parler, mais ce sont des masses qui disparaissent, des masses financières qui disparaissent par un effet de bulle. Et puis, les startups qui n'ont pas de revenus récurrents, elles ont levé beaucoup d'argent, et ces startups qui n'ont pas de revenus récurrents, je crois qu'on appelle les startups avec un revenu récurrent de plus de 100 millions, je crois, les centaures, et non pas les licornes. Les centaures deviennent aujourd'hui plus importantes que les licornes. Donc il y a un ensemble de masses financières qui est en train de disparaître, et il y a une croissance qui est en train d'entrer en sommeil petit à petit. Ça commence à se sentir aujourd'hui aux États-Unis. C'est un petit peu dû à cette guerre en Ukraine, mais c'est aussi dû à d'autres choses. Hein. Mais c'est ce constat Chine-Russe, et le côté Chine aussi est important. Les confinements de Pékin et Shanghai ont terminé, d'ailleurs curieusement, alors que la Covid est en train de se réveiller en Europe et notamment en France. Mais la Chine a largement souffert de ces confinements de ces deux plus grandes villes du pays. Et puis, les salaires chinois deviennent de plus en plus importants, si bien que la Chine a des problèmes maintenant pour exporter, n'est plus tout à fait concurrentielle. Et cela se retrouve donc dans un ralentissement économique en Chine, un ralentissement économique qui peut arriver plus rapidement que prévu aux États-Unis, et un ralentissement économique dont on commence à parler tout doucement en Europe en disant on a une moindre croissance. Donc, ces phénomènes ne sont pas dus à ce problème Chine-Russe, ou à ce problème simplement russe-ukrainien, ou à ce problème simplement chinois, mais ils existent. Or, on va entrer dans ce sommeil et on va construire une mutation. Ça, c'est mon hypothèse qui peut arriver dans les mois et les années qui viennent. J'espère que ce sera simplement dans les mois. Le premier, c'est qu'on va naturellement utiliser moins d'énergie. Moins de croissance, moins d'économie, c'est moins d'énergie dans toute la chaîne de la production, de la consommation, etc. Moins d'énergie. Le deuxième point, c'est moins de matières premières.
moins de matières premières extraites du sol. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Il faut juste savoir que les matières premières dont on a besoin et qui sont dans le sol, sauf pour la transition énergétique, on en aura beaucoup besoin, une matière première, c'est en gros moins de 1% de ce que l'on creuse. C'est-à-dire que lorsqu'on veut une tonne de lithium, ben, il faut 1000 tonnes de terre d'ensemble. Et c'est valable à peu près pour toutes les matières premières. Et puis, troisième point, cette mutation énergétique et climatique qui se met en place. C'est-à-dire qu'on arrivera peut-être, avec ce ralentissement provoqué indirectement par la Russie, provoqué indirectement par la Chine, avec ces cryptos qui explosent, avec ces startups dont certaines commencent à moins bien marcher, et ce ralentissement qui est en train de se faire, on arrivera peut-être à mettre en place la mutation énergétique que l'on attend et qui pourrait avoir cette forme de soutien. Et cette mutation énergétique peut aider à la transition climatique dont nous avons besoin. Donc, explosion ou mutation, je préfère garder le mot de mutation. Et je repars en plongée. À bientôt.